2 noms, une main, mais une seule pourrait être réelle. Bienvenue à Mystère de minuit, je suis votre hôte, Gustave. J'aimerais savoir d'où vous venez pour apprécier ce mystère. Vos commentaires donnent vie à ces histoires de fin de soirée. Commençons. Les ennuis, comme le capitaine Hastings l'a remarqué plus tard, ont commencé avec un stylo-plume et un tremblement dans la voix d'un banquier. C'était une fraîche matinée de printemps lorsqu'Hercule Poirot reçut une lettre urgente écrite en cuivre immaculé. L'enveloppe portait le blason gravé de Forsyth & Chase, une prestigieuse banque privée nichée dans le quartier chic de Cavendish Square à Mayfair. La lettre demandait la présence de Poirot pour une affaire de la plus haute discrétion et potentiellement grave, signée par M. Edward Forsyth, associé principal Poirot, plus intrigué par le ton que par le contenu, accepta une consultation privée. « Quand un banquier a peur, murmura-t-il à Hastings alors qu'il prenait le taxi, ce n'est pas du criminel mais de l'irrégulier, c'est bien plus délicat. » Forsyth & Chase dégageait l'opulence retenue que l'on attend d'institutions qui gèrent discrètement fortune et scandale depuis le règne de la reine Victoria. Poirot fut introduit dans un bureau lambrissé où Edward Forsyth, mince, chauve et drapé dans un costume croisé à rayures, attendait à côté d'un dossier ouvert. « Monsieur Poirot, » dit-il en lui serrant la main, « merci d'être venu. Je dois avouer que ce n'est pas du ressort de la police, pas encore, mais cela pourrait devenir scandaleux, voire ruineux. » Poirot s'inclina légèrement. « Poursuivez, je vous prie, monsieur. » Forsyth ouvrit le dossier et fit glisser 2 documents. Ce sont 2 autorisations de virement de fonds de l'une de nos clientes les plus importantes, Lady Margaret Dorel. L'une est datée de mardi dernier, l'autre est arrivée ce matin. Les 2 portent sa signature. Elles sont identiques. Poirot leur jeta un coup d'œil. « Identiques, dites-vous » ? « Oui. Pas seulement semblables, identiques, jusqu'aux boucles, à la pression du stylo, à la légère tache au-dessus du M, comme s'il s'agissait de copies. Mais nous les avons examinées à la loupe. Aucune trace de calque, d'impression ou de contrefaçon au sens traditionnel du terme. » Hastings se pencha. Quelqu'un n'aurait-il pas pu utiliser une reproduction mécanique de sa signature? Forsyth hocha la tête d'un air sombre. « C'est possible, mais Lady Dorel jure n'en avoir signé qu'un seul, le premier. » Poirot fronça légèrement les sourcils. « Et le deuxième document ? » Demande un virement de 50 000 livres sur un compte privé à Zurich. Un compte qui, nous avons des raisons de croire, n'est pas sous son contrôle. Poirot examina attentivement les signatures, puis présenta les documents à la lumière. L'un d'eux lui a été remis en main propre, ajouta Forsyth, par sa secrétaire, mademoiselle Inès Holt, ce matin. Elle prétend qu'il a été dicté tard hier soir. Les doigts de Poirot s'immobilisèrent. Et pourtant, Lady Dorel nie en être l'auteur? Elle était sous le choc, plus que choquée. Elle semblait vraiment effrayée. Poirot croisa les mains. « Et cette Miss Holt, digne de confiance? Depuis 5 ans, fidèle, efficace. Certains disent même indispensable. »« Ah !» dit Poirot en plissant les yeux. « Ce mot m'inquiète toujours. » Forsyth toussa. « Il y a autre chose. Une enveloppe scellée est arrivée hier adressée à Lady Dorel. Nous pensons qu'elle a été interceptée, trouvée ouverte, puis jetée dans la cheminée. La seule raison pour laquelle nous savons qu'elle existe, c'est que la femme de chambre a récupéré les cendres. » La voix de Poirot s'aiguisa. Quelqu'un a-t-il lu le contenu? Seuls des fragments ont survécu, mais suffisamment pour suggérer que quelqu'un menaçait de faire du chantage. Poirot se renversa en arrière. Il ne s'agit pas simplement d'une fraude. C'est un délicat mélange de manipulation, peut-être de vengeance. Et il est clair que quelqu'un souhaite que la dame paraisse soit fourbe, soit folle. Hastings murmura « Mais pourquoi se donner tant de mal pour de l'argent qui ne lui manque même pas encore ?» Poirot eut un léger sourire. « C'est précisément ce que nous devons découvrir, mon ami. La voiture a dépassé des rangées de haies bien entretenues et des poteaux de pierre
alors qu'Hercule Poirot et le capitaine Hastings s'approchaient. Salle d'Orel, un magnifique domaine. Géorgien niché dans la paisible campagne du Sussex. Le domaine se dressait, impeccable et serein sous un ciel gris, sa façade recouverte de lierre offrant l'illusion d'une sérénité intemporelle. Mais Poirot, les mains gantées soigneusement jointes sur ses genoux, savait qu'il n'en était rien. Il y a quelque chose de particulier dans la symétrie des maisons de campagne, Hastings, murmura Poirot tandis qu'il s'engageait dans l'allée de gravier. Elle reflète l'ordre, le contrôle, une certaine prétention. Mais c'est toujours à l'intérieur, derrière les rideaux, que réside le désordre. Hastings, qui admirait le charme architectural du bâtiment, jeta un regard curieux à son ami. « Vous soupçonnez que la maison de Lady d'Orel cache déjà quelque chose ?» Poirot esquissa un léger sourire. « Non, mon ami, j'ose avoir il. » Ils furent accueillis à la grande entrée par mademoiselle Inez Holt, une jeune femme d'une trentaine d'années, élégante dans son tailleur bleu marine et sa broche en perles, la posture parfaite, le ton froid. « Monsieur Poirot, Lady d'Orel vous attend. Elle se repose au salon. » Poirot inclina la tête. « Et vous, mademoiselle, vous êtes sa secrétaire, si j'ai bien compris. Je suis sa compagne, son assistante. Et sa confidente, dit-elle avec une pointe de fierté. Un rôle qui exige une confiance absolue, dit doucement Poirot, puis il ajouta avec une vivacité polie et de très bonnes oreilles. Elle ne dit rien, mais ses lèvres se pincèrent légèrement. Le salon était richement décoré, antiquité française, lourds rideaux et un portrait à l'huile de Lord d'Orel, décédé depuis longtemps, qui le regardait avec colère au-dessus de la cheminée. Lady Margaret d'Orel, mince et digne malgré son âge, était allongée sur une chaise longue sous un châle à franges. Ses yeux, encadrés de fines rides et de lunettes à monture d'acier, brillaient d'une lueur méfiante et intelligente. « Monsieur Poirot, dit-elle en hochant la tête, merci d'être venu. Je déteste les histoires, mais Monsieur Forsyth insiste sur le fait que c'est nécessaire. » Poirot lui prit brièvement la main et s'assit à côté d'elle. « Lady d'Orel, vous n'êtes pas seulement une cliente de Forsyth & Chase. Vous êtes un pilier de discrétion et de respect. Toute sollicitude de votre part est une question à de délicatesse. » Elle soupira. « Je sais ce qu'il vous a montré, les signatures. Oui, l'une d'elles est authentique. J'ai signé un ordre de transfert mardi dernier, en toute transparence. L'autre, bien qu'elle semble identique, n'est pas de moi. J'en suis certaine. Vous n'avez pas égaré la mémoire. Vous avez été poussé à signer quelque chose à la hâte. » Ses lèvres se pincèrent. « Monsieur Poirot, ma mémoire est très vive, et je ne suis pas sujette à la confusion. Mon équipe, en revanche, j'ai remarqué certains changements. Un sentiment d'inquiétude. » Poirot hocha légèrement la tête. « Discutons-en, s'il vous plaît. » Elle se déplaça sous le châle. « Mademoiselle Holt est à mes côtés depuis 5 ans, inestimable, posée. Mais elle est devenue, comment dire, trop savante. Elle intercepte plus de correspondances qu'elle ne le devrait, filtre les visiteurs. Il y a chez elle une arrogance qui n'existait pas auparavant. » Poirot haussa un sourcil. « Intéressant. Et puis, il y a mon neveu, Félix, de retour d'Italie, le mois dernier. Charmant, oisif et complètement sans le sou. Ah, les délicieux ingrédients pour faire des bêtises, murmura Poirot. Il reste ici jusqu'à ce que je décide de l'inclure ou non dans mon testament révisé. Et avez-vous pris cette décision ? Elle esquissa un léger sourire. Disons que la question reste à l'étude. Poirot resta silencieux un instant. Lady d'Orel, connaissez-vous quelqu'un qui pourrait bénéficier, financièrement ou autrement, si l'on soupçonnait que vous êtes mentalement compromise? Son expression devint glaciale. Oui, dit-elle simplement. Tous. Elle laissa cette déclaration planer avant de poursuivre. Il y avait une lettre. Elle est arrivée hier matin, ma gouvernante l'a récupérée, brûlée, même si les bords portaient une écriture manuscrite. Inez prétendait qu'elle provenait d'un commerçant, une confusion, mais le ton était personnel, menaçant même.
L'as-tu lu? Juste un fragment. Assez pour comprendre que quelqu'un sait quelque chose sur mon passé. Quelque chose qu'il ne devrait pas savoir. Poirot ne dit rien, ajustant simplement un léger pli sur son pantalon. Plus tard, tandis qu'Hastings discutait poliment avec le majordome dans le couloir, Poirot se dirigea vers l'aile ouest de la maison, où se trouvait le bureau de mademoiselle Holt. Il frappa une fois. La porte s'ouvrit sur une pièce d'une précision chirurgicale. Les dossiers étaient soigneusement rangés, une machine à écrire Remington brillait sur un bureau en acajou poli, et un léger parfum de lavande flottait dans l'air. Mademoiselle Holt leva les yeux. « Puis-je vous aider, monsieur Poirot ?» Il entra. « Je voulais simplement constater l'efficacité avec laquelle Lady Dorrel est dirigée. »« Vous ne trouverez rien d'anormal ici, » dit-elle froidement. « Je n'en doute pas, mademoiselle. » Poirot toucha le bord d'un bloc-notes. « Dites-moi cette deuxième autorisation, celle que Lady Dorrel nie avoir écrite, vous l'avez remise en main propre à la banque? » ?»« Oui, elle l'a dictée la veille au soir. Elle m'a même demandé d'utiliser un stylo-plume particulier qu'elle n'avait pas touché depuis des semaines. Est-ce qu'elle a dit pourquoi? Non, elle était distante, distraite. Elle a insisté pour sceller l'enveloppe elle-même. » Poirot hocha lentement la tête, et pourtant, elle nie catégoriquement la lettre. La mâchoire de mademoiselle Holt se raidit. Je crois qu'elle est confuse. Elle a eu plusieurs crises ces derniers temps. Vous en avez parlé à monsieur Forsyth? Pas directement. J'ai pensé qu'il valait mieux gérer ça en interne. Un équilibre délicat. Protéger son employeur tout en faisant des choix pour son. Sa voix s'aiguisa. « Vous avez une question, monsieur Poirot? »« Il y en aura beaucoup, » répondit-il aimablement, « mais seulement quand j'aurai les réponses. » En sortant du domaine, Poirot s'arrêta dans le couloir principal où étaient accrochés plusieurs portraits. Hastings suivit son regard. « On dirait une famille, » dit Hastings. « Rien d'inhabituel. » Le regard de Poirot s'attarda sur le portrait d'un jeune homme aux cheveux noirs ondulés et au visage étroit. « Félix Dorrel? »« Oui. On dirait le neveu prodigue, non? »« Ah, mais les apparences, » murmura Poirot, « sont comme des signatures parfaites, d'une exactitude trompeuse. » De retour au pavillon où il passait la nuit, Poirot disposa les deux documents de signature côte à côte sous une lampe de lecture. Il sortit une règle, une loupe et enfin un monocle. Hastings, observant la scène avec un mélange d'admiration et d'amusement, finit par demander « Alors, sont-ce des faux ?» Poirot secoua la tête. « Non, c'est le mystère. Ils sont pas des faux. Et pourtant, ils ne peuvent pas être tous les deux vrais. » Il prit une petite fiche qu'il avait confectionnée. Elle listait les membres de la maisonnée. Lady Dorrel, mademoiselle Inez Holt, Félix Dorrel, la gouvernante, madame Danning, le jardinier, Parker et la femme de chambre, Elsie, qui avait découvert la lettre brûlée. L'un d'eux dit doucement « Poirot a orchestré une performance d'une précision remarquable, mais ils ont commis une seule erreur. » Quel genre d'erreur? La voix de Poirot baissa. « Un humain. » Hastings fronça les sourcils. « Alors, quelle est notre prochaine étape ?» Poirot se leva et rajusta sa veste. « Nous rentrerons à la maison demain matin. Je demanderai à les interviewer tous. Il est temps de remuer le feu, mon ami, et de voir quel ingrédient remonte à la surface. » Hastings hocha la tête et Poirot se tourna vers la fenêtre, sa silhouette se découpant sur le crépuscule déclinant. Quelque part dans les couloirs silencieux de Dorrel Hall, un mensonge avait pris racine, et Poirot avait l'intention de le déraciner, pouce par pouce. Le matin se leva sous une légère bruine, projetant un éclat argenté sur les jardins de Massit's Dorrel Hall. La splendeur du domaine était intacte, mais à mesure qu'Hercule Poirot et le capitaine Hastings approchaient à nouveau, l'air semblait plus lourd, chargé de secrets, comme si la maison elle-même retenait son souffle. À la demande de Poirot, Lady Dorrel avait accepté une série d'entretiens privés. Ils me croiront peut-être vieille, mais pas encore insignifiante.
avait-elle dit sèchement la veille au soir. « Menez vos enquêtes comme bon vous semble, monsieur Poirot. Si quelqu'un chez moi me trompe, je préfère le savoir plutôt que de rester dans mon isolement. » Le salon avait été réservé à cet effet. Miss Holt avait préparé le thé et une file ordonnée des membres de la maisonnée. Poirot prit place dans un fauteuil, un petit bureau à côté de lui, une simple feuille de papier impeccable et son crayon préféré prêt à prendre des notes. Hastings resta à proximité, les yeux rivés sur lui, griffonnant de temps à autre dans son propre carnet. Le premier à entrer était Madame Formation, la gouvernante. Femme d'une 50aine d'années, à la mâchoire carrée, elle avait le courage de quelqu'un qui dirigeait la maison depuis l'époque de Lord Dorrell. Elle joignit les mains devant sa robe noire et regarda autour d'elle comme pour en mesurer la teneur en poussière. « Je crois savoir que vous êtes avec Lady Dorrell depuis plus de 2 décennies, madame, » commença Poirot en lui offrant. « Une chaise ? Oui, monsieur. Elle compte sur moi et je ne prends pas de liberté. Avez-vous remarqué des changements dans le ménage récemment ?» Elle hésita, lissant la jupe sur ses genoux. « Ce n'est pas à moi de commenter, mais... » « Oui, la situation est tendue. Mademoiselle Holt a pris des libertés, à mon avis. Elle a discrètement déplacé son bureau dans le salon de Lady Dorrell. Elle tient le personnel sous haute surveillance. Elle dit que c'est pour protéger la vie privée de madame, mais je n'y crois pas. » Poirot se pencha légèrement. « Tu lui fais confiance ?» La gouvernante secoua lentement la tête. « La confiance se mérite, monsieur. Elle est intelligente sans aucun doute. Trop intelligente, peut-être. Et le jeune Félix, un souffle d'air lui échappa du nez. Charmant, comme le sont souvent les hommes oisifs. Mais je sais quand quelqu'un raconte des histoires. Il croit qu'on ne l'entend pas arpenter les couloirs après minuit, ou qu'on ne voit pas de lettres cachées dans son manteau. Courrier ? Elle marqua une pause. Je dis juste qu'il est nerveux, c'est tout. Poirot prit une petite note. Et la femme de chambre, Elsie, a trouvé l'enveloppe brûlée? Elle l'a fait. Je l'ai envoyée ramoner la cheminée. Elle a trouvé ce qui restait, et je l'ai pris. Je l'ai montré à mademoiselle Holt, qui a dit que ce n'était rien. Mais j'ai vu un coin avec une écriture manuscrite, la même encre que le stylo plume de Lady Dorrell. Poirot hocha la tête solennellement. « Merci, madame. Vous m'avez été d'une grande aide. » Ensuite est venue Elsie, la jeune fille, mince et pâle, aux yeux écarquillés et à l'air de quelqu'un qui s'excuse perpétuellement. « Je ne voulais pas causer d'ennui à qui que ce soit, monsieur. » Lâcha-t-elle avant même que Poirot n'ait parlé. « Vous n'avez fait que votre devoir, » dit doucement Poirot. « Dites-moi, qu'avez-vous vu en trouvant la lettre ?»« Il y avait des cendres, monsieur, mais une partie du papier n'avait pas bien pris. On aurait dit qu'il avait été déchiré avant d'être brûlé. J'ai vu un peu d'écriture, cursive, et un nom, mais je ne sais pas à qui. En as-tu gardé une partie? Je l'ai donnée à madame Danning. Elle a dit que mademoiselle Holt s'en occuperait. » Poirot croisa les mains. « Quelqu'un d'autre t'a vu avec? Je ne pense pas. Réfléchissez bien, mademoiselle. Un petit détail peut avoir une grande importance. » Elsie se mordit la lèvre. « Eh bien, j'ai vu monsieur Félix dans le couloir quand je portais la brosse à cheminée. Il m'a regardé bizarrement. Pas en colère, juste nerveux. Il s'est détourné rapidement. » Poirot et Hastings échangèrent un regard. « Merci, Elsie, tu peux y aller. » Quand Félix Dorrell enfin entré, il apportait avec lui l'odeur de l'eau de Cologne et le malaise subtil d'un homme trop sûr de lui. Vêtu impeccablement d'une veste en lin et d'une cravate en soie, il s'inclina théâtralement avant de prendre place face à Poirot. « Mon cher détective, » commença-t-il en croisant une jambe sur l'autre, « j'espère que nous ne sommes pas tous suspects dans un drame familial sordide. Nous sommes tous capables de tromperie, monsieur Dorrell, » répondit Poirot, « même les plus charmants. » Félix eut un léger rire, touché. « Mais tu ne crois quand même pas que j'ai quelque chose à voir avec cette histoire de faux documents ?» Poirot pencha la tête. « Vous êtes notre invité. Vous comptez sur la générosité de votre tante. Cela vous placerait, je pense, dans une position idéale pour profiter de la confusion ou de la vulnérabilité qui l'attendrait. » Le sourire de Félix s'estompa légèrement. «
Je vous assure que je ne souhaite rien d'autre que sa santé et sa tranquillité d'esprit. Qu'un est son argent? Il écarta les mains. Si elle m'inclut dans son testament, c'est son choix. Je ne l'ai jamais exigé. Mais tu es endetté. La mâchoire de Félix se crispa. Comment vas-tu? Je sais, dit doucement Poirot. Et vous êtes récemment rentré d'Italie. Étiez-vous là pour le plaisir ou pour vous évader? Félix plissa les yeux. Écoutez, je ne suis peut-être pas un saint, mais je ne suis pas un criminel. Si vous voulez savoir qui resserre l'étau autour de ma tante, il suffit de regarder mademoiselle Holt. Elle s'immisce dans tous les aspects de la vie de ma tante depuis des années. Je ne serais pas surpris qu'elle ait orchestré toute cette histoire. Poirot hocha lentement la tête. Une accusation audacieuse, mais pas sans fondement. Alors que Félix se levait pour partir, Poirot lui posa une dernière question. « As-tu déjà utilisé le stylo-plume de ta tante, celui qu'elle garde dans son bureau ?» Félix cligna des yeux. « Non, je ne touche jamais à ses affaires. Ce stylo, elle le garde comme une relique. » Poirot attendit que la porte se ferme avant de se tourner vers Hastings. « Il ment, » dit-il simplement. Hastings fronça les sourcils. « À propos du stylo ?»« À propos de plusieurs choses. Mais le stylo est la clé. Voyez-vous, Hastings, Lady Dorrel affirme ne pas l'avoir utilisé depuis des semaines, jusqu'à cette mystérieuse seconde autorisation. Et pourtant, mademoiselle Holt affirme qu'on lui a demandé de l'utiliser spécifiquement. Et l'encre de la lettre brûlée correspond à celle de ce stylo. Tout à fait. Mademoiselle Holt entra de nouveau, cette fois spontanément. Monsieur Poirot, Lady Dorrel se repose. Comptez-vous rester plus longtemps? Poirot se leva. Une dernière requête. Puis-je voir le bureau de Lady Dorrel? Mademoiselle Holt cligna des yeux. Je suppose que oui, mais il n'y a rien d'inhabituel. J'en suis certain, dit Poirot. Montrez-moi la voie, mademoiselle. Elle les conduisit dans un modeste salon attenant à la chambre de Lady Dorrel. Le bureau était en noyer, sculpté et ancien, ses compartiments fermés par des fermoirs en laiton. Miss Holt ouvrit le dessus, révélant du papier à lettres, soigneusement trié et un encrier en cristal à côté du stylo-plume en question. Poirot se pencha et examina la plume avec sa loupe. Il la renifla délicatement. Puis, sortant la lampe stylo de sa poche, il examina la surface du bureau. « Voilà, » dit-il doucement. « Quoi ?» Hastings se pencha plus près. Poirot désigna la plus légère empreinte dans le buvard. « Quelqu'un s'est exercé à la signature, dit-il. Pas une seule fois, à plusieurs reprises. Regardez, voici Margaret Dorrel, en boucles élégantes, pressée encore et encore. L'empreinte reste, même si l'encre a disparu. » La voix de mademoiselle Holt était à peine plus forte qu'un murmure. « Je n'ai jamais vu ça. » Poirot la regarda d'un air sévère. « Alors quelqu'un est entré en votre absence, ou alors vous ne dites pas la vérité. » Avant qu'elle puisse répondre, des pas se sont approchés. C'était Lady Dorrel, maintenant, droite, soutenue par sa canne. Son regard s'attarda sur le bureau, le buvard, la plume, et son visage pâlit. « Je n'ai jamais pratiqué ma signature, » dit-elle lentement. « Mais quelqu'un d'autre l'a fait. Quelqu'un qui avait accès, quelqu'un qui savait ce qu'il faisait. » Poirot hocha la tête. « C'est, comme vous le dites, une affaire interne. » Il se retourna vers le bureau et prit quelque chose derrière une pile d'enveloppes. Un petit seau de cire déchiré, portant la faible impression du blason Dorrel. « La lettre qui a été brûlée, » murmura Poirot. Elle portait ce sceau, ce qui signifie... Mais il s'arrêta net. Il y eut un mouvement à la fenêtre, juste un scintillement. Une ombre filait. Poirot se redressa brusquement. « Hastings, viens, la partie reprend. » Et sur ce, ils quittèrent la pièce. Le doux parfum de lavande persistant derrière eux, comme si le mystère lui-même refusait d'être si facilement dissipé. Ils trouvèrent la silhouette près de la lisière du jardin sud, à moitié cachée, par une haie de cyprès, se dirigeant d'un pas vif vers le sentier du verger. Poirot accéléra le pas avec une agilité surprenante. Ses chaussures vernies, quelque peu inadaptées, mais imperturbables sur le gravier.
Hastings, plus long de jambes mais plus lent à soupçonner, le suivait de près. « Qui est-ce » murmura-t-il. Poirot ne répondit pas. Il appela doucement mais fermement « Mademoiselle Holt ». La silhouette se figea. Puis, lentement, elle se retourna. En effet, c'était Mademoiselle Inez Holt, mais pas la version écrite qu'ils avaient appris à connaître. L'expression calme avait laissé place à l'inquiétude. Elle tenait une petite enveloppe. « J'avais besoin d'air, dit-elle d'une voix prudente. Poirot s'approcha lentement. « Alors vous avez choisi le moment précis pour éveiller les soupçons. Puis-je vous demander ce que vous avez dans la main ?» Elle hésita, puis le lui tendit. « Il est adressé à Lady Dorrel. Je l'ai trouvé ce matin glissé sous la porte de son bureau. Je pensais que c'était peut-être privé. » Poirot prit l'enveloppe d'une main délicate. Elle était descellée, mais non ouverte. L'écriture était hâtive, une main d'homme. Pas de cachet de la poste, pas d'initiale. Il l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur se trouvait une demi-feuille de papier crème. Le message disait « Je sais ce qui a été. Volé à Venise. Tu devrais payer pour garantir le silence. Sinon, le monde saura ce que tu as fait à Claudia. » Hastings retint son souffle. « Claudia, qui ?» Mais Poirot, ignorant la question, se tourna vers Miss Holt. « Pourquoi avez-vous caché cela ?»« Je ne l'ai pas caché, » dit-elle rapidement. « Je ne savais pas ce que c'était. Je l'ai découvert il y a quelques minutes seulement. Aviez-vous prévu de le donner à Lady Dorrel ?»« Oui, bien sûr. Mais après l'histoire de la lettre brûlée hier, je me suis dit que je devrais la vérifier d'abord. J'allais justement te l'apporter. » Poirot l'observa un long moment, comme s'il examinait un tableau à la recherche d'infos. Puis il hocha la tête. « Venez, nous devons parler à Lady Dorrel immédiatement. » Ils rentrèrent à la maison, la pluie commençant à tracer de longues traînées sur les hautes fenêtres. Lady Dorrel, maintenant assise dans sa salle à manger avec un châle et du thé, leva les yeux, l'air fatigué. Une autre lettre. Poirot le lui tendit sans un mot. Elle le lut, le visage décoloré. « Qui a bien pu écrire ça ?» murmura-t-elle. « Qui pourrait le savoir ?»« Alors c'est vrai ?» demanda doucement Poirot. Son regard alterna entre lui et Hastings, les lèvres entr'ouvertes. « J'avais espéré que le passé ne me suivrait pas. Dites-nous, madame, qui est Claudia ?» Lady Dorrel ferma les yeux, ses doigts serrant la lettre avec une précision tremblante. « Claudia Ricci. Elle était ma compagne, il y a des années, lors d'un séjour à Venise. Elle était jeune, brillante, théâtrale, pianiste, mais brisée. Elle avait des dettes. Elle fréquentait un homme, non un escroc, un manipulateur. Elle pensait que je pouvais l'aider, et j'ai essayé. Mais un jour elle a disparu. Disparu. Tu croyais qu'elle avait été blessée ? Demanda doucement Poirot. Je le craignais. J'ai reçu une lettre anonyme quelques semaines plus tard, me disant que j'avais eu tort de la fréquenter, que sa disparition n'était pas un accident. Elle s'est arrêtée. Je suis rentré en Angleterre. J'ai tout laissé derrière moi. Mais quelqu'un s'en souvient. Poirot hocha la tête solennellement. Et maintenant, quelqu'un veut vous faire croire que ce secret est exhumé à des fins de chantage. Ou pour me déstabiliser, ajouta-t-elle amèrement, pour me faire passer pour folle. Les doigts de Poirot tapotèrent l'accoudoir. Et la référence à Venise, ce qui a été pris, c'est essentiel. Lady Dorrel hésita. Claudia m'a donné quelque chose avant de disparaître. Une petite boîte. Elle a dit que c'était une assurance. Elle m'a dit de ne jamais l'ouvrir, sauf en cas d'absolue nécessité. Elle est dans mon coffre-fort personnel. Tu l'as toujours ? Oui. Puis-je le voir ? Elle hocha la tête, se leva lentement et les conduisit à son bureau privé. Derrière une étagère se trouvait un coffre-fort mural discret. D'une main tremblante, elle composa la combinaison et sortit un petit coffret gainé de cuir. Poirot le prit avec révérence et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une liasse pliée de pages de musique, une sonate manuscrite. Le nom Claudia Ricci était griffonné en haut. En dessous, une autre page pliée, une lettre.
Poirot le lut attentivement à Margaret. S'il m'arrive quelque chose, cela prouvera que j'ai existé, que ma musique m'appartenait. Si Giovanni ou quiconque essaie de la vendre, tu en détiens la seule copie conforme. Claudia. Les yeux de Poirot se plissèrent. Alors, ce n'était pas seulement une histoire d'amour. Claudia craignait qu'on lui vole son œuvre. Tu l'as gardé toutes ces années. Je n'ai jamais eu le courage de le jeter, dit Lady Dorrel à voix basse. Et je ne savais pas quoi faire d'autre. Poirot hocha la tête. Alors, ce n'est peut-être pas du tout du chantage. C'est peut-être une tentative de récupérer quelque chose, ou pour te punir de l'avoir gardé. Un coup les interrompit. C'était Félix, l'air harcelé. Je ne voulais pas déranger, dit-il, mais il s'est passé quelque chose d'étrange. Poirot se retourna. Oui, il y a un homme à la porte. Il prétend être un éditeur de musique milanais. Il dit être ici pour parler à tante Margaret, à propos d'une sonate. Lady Dorrel haleta. Les yeux de Poirot brillèrent. Vraiment? Puis les pièces du puzzle se mettent en place. Ils se dirigèrent aussitôt vers le hall d'entrée, où un homme de grande taille, vêtu d'un manteau sombre, se tenait juste à l'intérieur de la porte, tenant son chapeau et scrutant l'intérieur avec un détachement théâtral. « Je suis monsieur Leonardo Bellini », dit-il avec un accent prononcé. « Je crois que Lady Dorrel possède quelque chose qui appartient à la famille Ricci. » Poirot s'avança. « Et qu'est-ce qui vous fait croire cela, monsieur ?»« Je représente la succession de Claudia Ricci. Son frère, Carlo, est décédé récemment. Parmi ses affaires se trouvait une lettre faisant référence à un manuscrit confié à une Anglaise. J'ai retrouvé sa trace ici. Avez-vous déjà vu la sonate ?» Bellini hésita. « Non, mais nous avons des raisons de croire que c'est la dernière œuvre qu'elle a composée. Carlo l'a cherchée pendant des années. Et quelle serait sa valeur si elle faisait surface ?» Bellini haussa les sourcils. Important pour certains collectionneurs, peut-être 5-10 000 livres, plus si authentifié. Poirot se tourna vers Lady Dorrel. « Puis-je » Elle hocha la tête. Poirot retourna au bureau et revint avec le manuscrit. Bellini l'examina attentivement. Son visage pâlit. « C'est vrai. Je connais son écriture. Mais pourquoi envoyer une lettre de menace ?» demanda Poirot. « Pourquoi ne pas approcher Lady Dorrel ouvertement ?» Bellini parut perplexe. « Quelle lettre ?» La main de Lady Dorrel tremblait. « Ce n'est pas vous qui avez envoyé ça ?» Il le lut et fronça les sourcils. « Non, ce n'est pas de moi. » Poirot hocha la tête. « Comme je le soupçonnais, quelqu'un dans cette maison voulait effrayer Lady Dorrel, pour suggérer que le passé avait des griffes. Mais ils ont utilisé un détail réel pour rendre la fiction plus percutante. » Bellini déposa la sonate avec révérence. Si Lady Dorrel souhaite la restituer, la succession Ricci la dédommagera généreusement. Mais je comprendrai qu'elle préfère autre chose. Poirot ne dit rien. Il regardait Félix, dont l'expression s'était transformée en quelque chose d'illisible. « Tu ne savais rien de cette visite ?» lui demanda directement Poirot. Félix secoua la tête. « Je n'ai jamais entendu parler de cet homme. » Mais Poirot remarqua le regard qu'il échangea, rapide et prudent, avec Miss Holt qui venait de sortir du couloir. Plus tard dans la soirée, alors que le crépuscule s'épaississait autour de Dorrel Hall et que la maisonnée se dispersait dans leurs coins respectifs, Poirot se tenait à la fenêtre du salon plongé dans ses pensées. « Eh bien, » dit Hastings en s'asseyant à côté de lui, « nous avons découvert Claudia Ricci, une sonate disparue, un mystérieux visiteur et un secret vieux de plusieurs décennies. Mais qu'est-ce que cela nous apprend sur la signature falsifiée ?» Poirot se tapota le menton. « Tout. Voyez-vous, Hastings, nous savons maintenant pourquoi. Ce qui reste est l'EOMS7 le comment. Et j'y suis presque. » Il se tourna vers la porte. « Demain, nous parlerons au jardinier. Et puis, je crois, nous attiserons à nouveau les braises. » Et derrière son expression calme, les petites cellules grises dansaient. Le jardinier n'était pas celui auquel Hastings s'attendait. Au lieu du paysan brut qu'il imaginait, M. Parker, c'était un gentleman voûté, au nez aquilin, portant
des lunettes sur le pont, et dont la précision dans la taille des rosiers reflétait la méticulosité de Poirot. Il s'avéra qu'il avait servi Dorrell Hall pendant plus de 30 ans. Lorsque Poirot s'approcha de lui ce matin-là, l'homme le salua sans surprise, comme s'il s'attendait à ce que son rôle dans ce mystère soit enfin mérité. « Je pensais que vous viendriez me voir un jour, » dit-il en coupant soigneusement une feuille jaunie d'un rosier. « Quand les secrets commencent à être divulgués, ils se perdent, et le jardin Monsieur Poirot est toujours le plus bas. » Poirot haussa un sourcil. « Un poète du terroir, à ce que je vois. » Parker eut un petit rire. « Non, monsieur, juste un homme qui sait que les gens parlent plus fort quand ils croient que personne ne les écoute. » Il marchait lentement le long du chemin de pierre bordant la haie. Poirot jeta un coup d'œil de côté. « Alors, tu as entendu quelque chose ? » ?»« Plus d'une fois. Les gens pensent que les jardiniers font partie du décor, mais j'ai des oreilles, monsieur, et ça fait un moment que je m'inquiète. À propos de qui ? Mademoiselle Holt, surtout, et le jeune maître Félix. Ils se retrouvent dans le vieux hangar à rempotage, tôt le matin, tard le soir. Toujours à chuchoter, toujours tendu. Je ne suis pas un homme à bavarder, mais je sais quand un secret prend de l'ampleur. Poirot réfléchit. Et ces rencontres, sont-elles récentes ? Ces 2 dernières semaines, je dirais. Ça coïncide parfaitement avec les mystérieux ordres de Lady Dorrell et ses étranges lettres. J'ai entendu Félix hausser le ton un jour. Il a dit quelque chose comme « ne pas tout risquer pour de l'encre et des mensonges ». « De l'encre et des mensonges », répéta doucement Poirot. « Je vous demande pardon, monsieur, mais cela ressemble à une signature, n'est-ce pas ?» Poirot hocha la tête avec satisfaction. « En effet. Les avez-vous déjà vus porter des documents ? Des lettres ?» Parker fronça les sourcils. « Félix est sorti de la remise il y a 2 nuits avec une enveloppe couleur crème. Il avait l'air officiel. Et mademoiselle Holt ? Eh bien, je l'ai vu glisser quelque chose dans le sac postal juste avant la tournée du matin. Elle a sursauté en me voyant. » Poirot posa doucement la main sur le bras de Parker. « Vous êtes observateur. Une dernière question. Connaissez-vous la marque du stylo plume que Lady Dorrell affectionne ? Le Waterman. Un vieux vernis noir. Elle l'utilise depuis avant la guerre. Elle ne laisse jamais personne y toucher, surtout pas Félix. » Poirot smiled. « Merci, monsieur. » Lui et Hastings rentrèrent à la maison. Le ciel désormais pâle et couvert, projetant de longues ombres à travers le vestibule vitré. Poirot ne fit aucun geste immédiat pour affronter Félix ou mademoiselle Holt. Il demanda plutôt un déjeuner léger et passa l'heure suivante à réfléchir tranquillement, ne s'approchant que pour inspecter une fois de plus le bureau, marmonnant, pour lui-même dans un mélange de français et d'anglais, ajustant de temps à autre la position d'une lettre ou d'un crayon. Il rejoignit ensuite Hastings à la bibliothèque. « Alors » demanda Hastings avec empressement. « On est presque à mi-chemin de ce fouillis. Êtes-vous plus près ?» Poirot posa une main sur le manteau de la cheminée. « Nous avons maintenant dépassé la moitié du chemin, mon ami. Le problème a changé. La question n'est plus de savoir qui pourrait-on falsifier la signature, mais de qui serait. Je choisis de le faire de cette manière précise. La psychologie a restreint le champ des possibles. Je ne vois toujours pas vraiment le lien avec Claudia Ricci. Pas directement. L'affaire Ricci est le levier. Elle a été utilisée habilement pour manipuler les émotions et la crédibilité. Mais la signature falsifiée, Hastings, c'est une question de contrôle. Un coup d'État silencieux contre l'autorité de Lady Dorrell, une façon de transférer le pouvoir de sa main à une autre. Alors, qui en bénéficiera ? Poirot se retourna. Faisons une expérience de pensée simple. Imaginez que vous êtes Miss Holt. Vous avez la confiance d'une femme âgée. Vous contrôlez son emploi du temps, ses papiers, ses communications. Qu'est-ce qui vous pousserait à tout risquer, à falsifier une signature, à créer une transaction financière que Lady Dorrell n'a jamais approuvée? Elle veut de l'argent ? Suggéra Hastings. Poirot secoua la tête. Miss Holt n'est pas cupide. Elle est fière.
Elle se croit garante de l'avenir de Lady Dorrel. Mais l'orgueil et le désespoir sont de dangereux alliés. Il marqua une pause. Et Félix, il n'est pas assez intelligent pour contrefaire la signature sans se faire repérer, mais il est manipulateur et ruiné, le complice idéal. Je crois que Mademoiselle Holt s'est convaincue qu'il était dans l'intérêt de Lady Dorrel de transférer certains fonds, peut-être pour sécuriser un patrimoine, ou pour régler discrètement les dettes de Félix avant qu'il ne fasse scandale à la famille. Et le faux document? Une nécessité pratique. Il fallait que ce soit Lady Dorrel elle-même qui ait ordonné le transfert. Et la signature? Poirot sourit faiblement. Voilà le génie. Le deuxième document n'a pas été falsifié au sens traditionnel du terme. Il a été reproduit, avec une technologie accessible uniquement à ceux qui sont suffisamment intelligents et qui disposent des bons accès. Il fouilla dans sa poche et en sortit une petite enveloppe. Vous souvenez-vous que j'ai demandé à M. Forsyth une liste complète de la correspondance reçue par la banque? Hastings hocha la tête. Ceci, dit Poirot en ouvrant l'enveloppe, est une photographie du document original signé par Lady Dorrel. Il a été scanné, conformément à la politique de la banque, à son arrivée. Il brandit la photo à côté de la deuxième autorisation. Elles sont identiques, absolument identiques, ce qui signifie que la deuxième a été créée grâce à un procédé photomécanique. Hastings fronça les sourcils. Alors quelqu'un l'a copié? Exactement. Probablement à l'aide d'une photocopieuse ou d'une machine à écrire sophistiquée, capable de reproduire des signatures par superposition d'images. Mais qui aurait accès à un tel équipement? Les yeux de Poirot brillèrent. Mademoiselle Holt, elle a un vieux duplicateur dans son bureau, pour les documents confidentiels, dit-elle. Mais Lady Dorrel ne remarquerait-elle pas si quelqu'un utilisait sa plume? Poirot hocha la tête. Ah, mais voici le détail le plus effrayant, Hastings. Je crois que la dictée que prétend Mademoiselle Holt n'a jamais eu lieu. Le stylo a servi à écrire des lignes d'entraînement, par Mademoiselle Holt elle-même. Elle a même demandé à la banque de n'accepter le document que s'il était remis en main propre. Une manœuvre astucieuse, pour éviter tout contrôle. Postal. Hastings avait l'air sombre. Alors, on l'affronte? Non. Nous invitons tout le monde au salon. Il est temps. 15 minutes plus tard, la maisonnée était réunie. Lady Dorrel dans son fauteuil, Félix prélassé près de l'âtre, Mademoiselle Holt droite et alerte, Madame Danning et Parker se tenant tranquillement au fond. Poirot se tenait devant la cheminée, les bras derrière le dos, image même de la précision et du calme. « Mes amis, commença-t-il, nous avons traversé des zones d'ombre, nous avons exploré un faux qui n'en est pas un, une disparition. À Venise est la curieuse résurgence d'une musique ancienne. Mais ce n'est pas la musique que nous recherchons, c'est la motif. » Il s'arrêta. Quelqu'un souhaitait que Lady Dorrel paraisse vulnérable, peut-être instable, quelqu'un qui croyait savoir ce qui était le mieux, et quelqu'un qui trouvait un complice dans le désespoir. Félix bougea, jouant avec sa cravate. « Je parle, bien sûr, » dit lentement Poirot, « de Miss Holt et de Félix. »« Dorrel !» Lady Dorrel prit une grande inspiration. La voix de Félix s'éleva. « C'est absurde. » Poirot se retourna brusquement. « Vraiment? Vous vous êtes rencontrés à plusieurs reprises dans l'atelier de poterie. Vous avez orchestré le timing de la fausse commande, la livraison du second document. Mademoiselle Holt a utilisé un procédé mécanique pour reproduire la signature de Lady Dorrel, identique à chaque trait, croyant pouvoir dissimuler sa supercherie derrière un voile de loyauté. Mademoiselle Holt prit alors la parole, la voix calme mais tremblante. « Je voulais seulement la protéger. Félix m'a dit qu'il y avait un agent de recouvrement. Il a dit que le nom de la famille serait traîné devant les tribunaux. » Félix se retourna. « Tu m'avais dit que c'était légal. Tu avais dit qu'on autoriserait simplement un transfert pour retarder les créanciers. » Poirot leva la main. « Assez. Aucun de vous n'avait prévu de voler, mais vous a fait conspirer. Et ce faisant, vous avez mis en danger la réputation et la paix d'une vieille femme qui vous faisait confiance à tous les deux. »
Lady Dorel se leva lentement. « Je te faisais confiance, Inès. Tu aurais pu venir me voir. » Le visage de Miss Holt se décomposa, mais elle ne dit rien. Poirot se tourna vers le majordome. « Appelez l'inspecteur local, s'il vous plaît. Je crois qu'il souhaitera recueillir des dépositions. » Alors que la pièce s'agitait dans un chaos de mouvements et d'émotions, Poirot se tourna vers Hastings. « On n'a pas besoin d'empreinte digitale, mon ami. On a seulement besoin de contradictions et de quelqu'un qui croit fermement savoir ce qui est le mieux. » Et à ce moment-là, la justice, élégante, silencieuse et indéniable, était déjà en marche. Le salon se vida peu à peu, laissant derrière lui l'écho de complots déjoués et d'une confiance brisée. Les agents, appelés discrètement, qu'avaient emmené Félix et mademoiselle Holt à l'écart pour un interrogatoire formel. Aucun des deux n'était menotté. Lady Dorel avait exigé la délicatesse, mais le poids des conséquences pesait lourd sur tous deux. Poirot refusa le thé. Debout près de la fenêtre, il observa les gouttes de pluie tracer des lignes langoureuses sur la vitre. Hastings, assis à proximité, un scone à moitié mangé, rompit enfin le silence. « Eh bien, dit-il, vous avez encore frappé, Poirot. Mais je dois admettre que je ne comprends toujours pas comment mademoiselle Holt a pu croire qu'elle s'en sortirait. La banque aurait sûrement vérifié un virement aussi important. » Poirot se tourna légèrement. C'était là, Hastings, la subtilité de son plan. Elle s'appuyait sur une vérité dangereuse, la confiance. Mademoiselle Holt pensait avoir acquis une crédibilité si irréprochable auprès de Lady Dorel et de M. Forsyth que la transaction passerait inaperçue, surtout si elle était présentée avec une autorité sereine et la même signature impeccable qu'auparavant. Mais la banque n'aurait-elle pas encore besoin d'une confirmation vocale ou d'une deuxième vérification? Elle s'y attendait, mon ami. C'est pourquoi elle a remis le document en personne, affirmant que Lady Dorel l'avait dicté en privé. Elle ne s'est pas fiée à la bureaucratie, mais aux apparences, et a utilisé l'urgence de Félix pour justifier sa célérité. Après tout, une crise peut faire oublier la procédure. Hastings fronça les sourcils. Mais pourquoi avoir fait appel à Claudia Ricci? Ce rôle a quand même un côté théâtral. Les lèvres de Poirot tressaillirent. Ah, mais justement, c'est ce qui fait que ça marche. La transaction falsifiée, en elle-même, est suspecte. Mais si Lady Dorel est présentée comme instable, secouée par des fantômes de son passé qui refont surface, alors mêmes propres protestations, on peut discrètement les écarter comme des signes de détérioration. La lettre invoquant « Claudia Ricci était un coup de maître de la diversion psychologique. » Et ils ont planté ça? Félix l'a fait, dit Poirot. Sous les ordres de mademoiselle Holt, sans aucun doute. Nous savons maintenant qu'elle a dicté non seulement de faux documents, mais aussi le rythme émotionnel de cette maison. Hastings se rassit, stupéfait. Mais elle semblait si loyale, dévouée. La loyauté n'est pas l'absence de contrôle, Hastings. Parfois, c'est son masque le plus dangereux. À ce moment, Lady Dorel entra dans la pièce. Elle ne portait plus son châle. Bien que son visage fût pâle, sa posture était ferme, droite et digne, quoique teintée de tristesse. « Monsieur Poirot, dit-elle, j'aimerais vous parler en privé, si vous le permettez. » Hastings se leva, s'inclina poliment et quitta la pièce. Poirot fit un geste vers le fauteuil en face de lui, mais Lady Dorel resta debout. « Je te dois des excuses. » Et commença-t-elle. « Non pas d'avoir douté de toi, je ne l'ai jamais fait, mais d'avoir fait une confiance trop totale à ceux dont je pensais qu'ils me protégeraient. » Poirot inclina légèrement la tête. « C'est le privilège de l'âge de faire confiance avec grâce, madame. Mais même la grâce peut être exploitée. » Elle prit une inspiration. « Inès était comme une fille pour moi, du moins c'est ce que je croyais. Elle s'occupait des petites choses, mes lettres, ma santé, ma correspondance. Je me demande maintenant si elle m'a préparé pendant des années, préparant le terrain pour cette trahison. » Poirot resta silencieux un instant. Puis, « Mademoiselle Holt s'est convaincue qu'elle vous protégeait,
que vous ne pouviez pas prendre de décision difficile. Elle avait tort, bien sûr, mais son orgueil ne lui permettait pas de le voir. Lady Dorrel s'assit enfin. Et Félix, c'est un homme enfant, je le crains. Facile à manipuler, rapide à paniquer. Mais je ne crois pas qu'il ait jamais eu l'intention de faire du mal. Il est coupable de faiblesse, pas de malveillance. Elle hocha lentement la tête. Alors, je lui épargnerai toute poursuite pénale, pour l'instant. Mais Inès, elle doit répondre de ses actes. Son crime n'était pas seulement contre moi, mais contre la confiance elle-même. Poirot hocha légèrement la tête en signe d'approbation. « Vous êtes sage, madame. La justice, après tout, ne se résume pas à la punition, mais à restauration. » Elle regarda par la fenêtre, où le ciel gris commençait à laisser place à une faible lumière. « Croyez-vous que les gens peuvent vraiment changer, monsieur Poirot ?» Il marqua une pause, puis répondit prudemment. « Seulement lorsqu'ils se regardent en face en toute honnêteté, ce qui est la confrontation la plus rare. » Plus tard dans la journée, Hastings et Poirot retournèrent à la maison d'hôte près du village. Ils s'assirent près d'un modeste feu de cheminée, sirotant un café. « Je dois dire, » remarqua Hastings, « que ce n'était pas une affaire comme les autres. Pas de meurtre, pas d'armes cachées dans la bibliothèque, juste une intrigue psychologique. » Poirot sourit. « Ah, mais ce sont les plus périlleux, mon ami. Un homme, armé et dangereux, certes, mais un esprit mu par des convictions mal placées, bien plus encore. Mademoiselle Holt croyait sauver Lady Dorrel d'elle-même. Elle l'a simplement trahi au passage. Et la signature. » Poirot fouilla dans sa poche et en sortit une dernière photo pas encore exposée. « Vous voyez ici, dit-il en pointant du doigt, les micro-empreintes sur la boucle inférieure du M. C'est dû à une légère distorsion photostatique, une déformation qu'un vrai stylo ne laisse jamais. Et tu as vu ça? Je m'en suis douté en voyant son buvard. Elle s'entraînait à falsifier la signature, mais n'a jamais utilisé de faux. Elle a utilisé une reproduction photographique. Ironiquement, si elle l'avait simplement falsifiée à la main, elle aurait peut-être été acceptée. » Hastings émit un léger sifflement. « Et le manuscrit? Lady Dorrel le restituera-t-elle à la succession Ritchie? » Finalement, je crois. Mais pas encore. Elle doit d'abord se réconcilier avec le souvenir de son ami, avec la culpabilité, avec le silence. Cette sonate n'était pas seulement de la musique, c'était un vestige de douleur et de loyauté mal comprise. « Pensez-vous que Claudia Ritchie a été tuée ?» Poirot prit un air grave. « Je l'ignore, mais je crois qu'elle a été trahie. Par un proche. Peut-être par le mystérieux Giovanni dont elle parlait. Peut-être par son propre génie. » Le feu crépitait doucement. Poirot se leva. « Viens, Hastings, allons faire un tour. » Ils sortirent dans l'après-midi déclinant, où l'allée du jardin s'enroulait comme un ruban à travers l'herbe humide de rosée. Quelques premières fleurs dressèrent leurs pétales vers le soleil, défiant la pluie passée. « La justice, Hastings, » dit Poirot les mains derrière le dos, « n'est pas toujours dramatique. Parfois elle est discrète. Un faux révélé. Une tromperie avouée. Une lettre retrouvée dans l'incendie. Tout cela aussi, c'est la justice. Et Lady Dorrel, elle se rétablira, non pas grâce à sa fortune, ni même à notre intervention, mais parce qu'elle a choisi d'affronter la vérité. C'est ce qui préserve la dignité de l'âge, non pas le déni mais la clarté. » Ils marchaient en silence, la brise douce, l'air pur, et derrière eux, dans la grande maison sur la colline, les fantômes de l'encre et de la mémoire commencèrent enfin à s'estomper. Mais Poirot, comme toujours, s'en souvenait. Plusieurs jours s'écoulèrent avant qu'Hercule Poirot ne reçoive la lettre. Il arriva à son appartement londonien, scellé dans une enveloppe bleu pâle et rédigé d'une écriture élégante et penchée. Hastings était avec lui ce matin-là, feuilletant le foiset, commentant les récentes élections, lorsque Poirot a brisé le sceau avec son coupe-papier et a commencé à lire. Il n'a pas parlé pendant un certain temps. « Alors ?» demanda finalement Hastings en regardant par-dessus le bord de sa tasse.
De mauvaises nouvelles? Poirot déposa soigneusement la lettre. « C'est de Lady Dorrel, dit-il. Elle me remercie encore et dit que l'affaire est traitée discrètement. Félix est parti pour le continent, à condition de ne jamais revenir à Dorrel Hall. Elle lui a, avec une certaine générosité, accordé une modeste pension pour le préserver de la ruine. Et mademoiselle Holt? L'expression de Poirot devint grave. L'affaire est classée. Aucune poursuite pénale ne sera engagée, mais Lady Dorrel est déterminée à ne plus jamais la revoir. L'affaire du faux transfert a été annulée. Forsyth, Chase ont été très obligeants, une fois les preuves mises au jour. « Eh bien, marmonna Hastings. Je pense toujours qu'elle méritait la prison, Poirot. Tout ce plan était insidieux. » Poirot haussa légèrement les épaules. « Peut-être. Mais vous devez comprendre, Hastings, beaucoup de crimes naissent, non pas de la cruauté, mais d'une négligence mal placée. Mademoiselle Holt se persuada qu'elle sauvait Lady Dorrel d'un embarras futur. Son crime ne résidait pas dans ce qu'elle voulait, mais dans le fait de croire qu'elle seule avait le droit de décider. Hastings fronça les sourcils, sceptique. « Tu es bien trop indulgent. »« Non, » répondit Poirot. « Je suis précis. Ce n'est pas pareil. » Il se leva et se dirigea vers la fenêtre. La brume matinale grise s'accrochait au toit de Londres, mais la lumière parvenait à percer. « Il y a encore quelque chose qui n'est pas réglé, » dit-il après une pause. Hastings leva les yeux. « Que voulez-vous dire? Les faux sont révélés, les coupables démasqués. Que reste-t-il » Poirot tapota la lettre. « Lady Dorrel a joint quelque chose, un exemplaire de la sonate de Ricci. Elle pensait que je devrais l'avoir. Mais plus curieusement, elle a joint un mot, on peut y lire. Je crois que Claudia avait raison d'avoir peur. Le manuscrit est magnifique, mais ce n'est pas que de la musique. Il y a autre chose dedans, quelque chose de codé. » Hastings se redressa. « Codé? Quel genre de code ?» Poirot brandit la sonate manuscrite, page après page, richement ornée de notes musicales, écrites par Claudia Ricci. L'encre était passée, le papier délicatement cassant, mais les notes coulaient avec une complexité lyrique immédiatement perceptible, même pour l'œil inexpérimenté de Hastings. « Je n'en suis pas certain, » dit Poirot, « mais Lady Dorrel n'est pas idiote. Si elle croit qu'il y a plus que de la musique ici, alors c'est le cas. » Hastings se leva et se pencha sur le bureau. « Serait-ce un de ces codes musicaux? Vous savez où les notes correspondent à des lettres ?» Poirot hocha lentement la tête. « Oui, le cryptogramme musical Bach utilisait de tels procédés. Elgar aussi, souvent pour signer ou inclure des dédicaces secrètes. Il n'était pas rare que les compositeurs aient quelque chose à cacher ou à révéler uniquement au public concerné. »« Et Claudia Ricci ?» demanda Hastings. « Aurait-elle su de telles choses ?» Les yeux de Poirot se plissèrent. « Claudia. Ricci n'était pas seulement une pianiste, c'était un génie. Marginalisée, troublée, certes, mais douée. Elle mentionnait dans sa lettre à Lady Dorrel que cette sonate prouvait son existence. J'ai pris cela au sens figuré. Maintenant, je me demande... » Il s'est arrêté, ses doigts tapotant légèrement la partition. « Tu penses qu'il y a un message caché? »« Je veux savoir cela, » dit Poirot avec une certitude tranquille. Il sonna son valet, Georges, et lui demanda sa loupe et des ouvrages de référence sur les chiffres musicaux. Pendant les 2 heures qui suivirent, Poirot travailla dans un silence quasi total, étudiant la partition, comparant les schémas, inspectant les motifs et séquences répétées. Hastings se rendit utile en récupérant des livres, en vérifiant certaines séquences de notes et enfin en préparant une nouvelle cafetière. Finalement, Poirot se rassit, une faible lueur dans les yeux. « Voilà, » dit-il doucement. « Tu vois, Hastings, ce passage, mi sol la ré la si mi, répété plusieurs fois dans le 2e mouvement. Je vois les notes, mais dans la notation musicale italienne, ces notes peuvent être réorganisées phonétiquement. Ricci était italien. Regardez, Egea dab devient il le faut déjà ou il doit déjà.
expression utilisée en dialecte vénitien, obscure mais courante dans les codes lyriques. Et voici une autre séquence inversée. C, A, F, E, B, A, D, E. Elle ne se répète qu'une fois. Mais lorsque je remplace les lettres correspondantes dans une grille alphabétique simple, il griffonna rapidement puis le leva. Kaf badé. C, A, F, E, B, A, D, E. C, A, F, E, B, A, D, E. Café Badoer. Hastings cligna des yeux. Un café? Poirot sourit, triomphalement. En effet, un célèbre à Venise, fermé depuis longtemps, mais à l'époque de Claudia, c'était le repère des artistes, des écrivains et des dissidents. Les yeux de Hastings s'écarquillèrent. Alors, elle a codé un emplacement? Poirot hocha la tête. Je crois que Claudia a laissé la sonate à Lady Dorel non seulement en héritage, mais aussi comme un fil d'Ariane, un indice sur quelque chose qu'elle cachait. Mais quoi? Poirot ne répondit pas immédiatement. Il ouvrit son carnet et consulta l'interview de Lady Dorel. Elle a dit que Claudia lui avait donné la boîte en disant que c'était une assurance. Et si c'était littéral, et si elle avait laissé derrière elle preuve, non seulement de sa musique, mais d'autres choses. Une lettre? Une confession? Une liste de noms? Vous pensez qu'elle a été assassinée? Poirot se retourna lentement. Je crois qu'elle a été réduite au silence, et que cette sonate est la carte de pourquoi. Il fit les 100 pas dans la pièce, puis s'arrêta. Il faut aller à Venise. Venise, s'exclama Hastings. Tu veux dire maintenant? Poirot haussa un sourcil. Tu préfères qu'on attende que quelqu'un d'autre découvre ce que Claudia a caché? Quelqu'un de moins enclin à s'assurer de la vérité? C'est ainsi que, 3 jours plus tard, sous un ciel bleu lapis lazuli et une légère odeur de saumure dans la brise, Poirot et Hastings arrivèrent à Venise. La ville, intemporelle et décadente, les accueillit dans le clapotis des sillages des gondoles et l'écho des cloches sur les canaux étroits. Ils ont localisé ce qui restait de Café Badoer, aujourd'hui un magasin d'antiquités défraîchies, coincé entre 2 bureaux de tabac fermés dans le quartier de San Polo. Le propriétaire, un homme nerveux aux doigts tachés de tabac, autorisa Poirot à inspecter la cave, autrefois la célèbre salle de spectacle du café. Le sous-sol était sombre et exigu, bordé d'étagères désaffectées et de caisses de vin. Poirot se déplaçait lentement dans l'espace, fredonnant la mélodie de la sonate à voix basse. Il s'arrêta sous une poutre sculptée au plafond, marquée d'une clé de sol gravée dans le bois. « C'est ça », dit-il. Ils commencèrent à chercher méthodiquement, et après presque 1 heure, Hastings poussa un petit cri. Derrière un faux panneau dans le mur, niché dans un espace creux, se trouvait une boîte en fer blanc rouillée à l'intérieur, une pochette en velours, 2 partitions de la main de Claudia et une lettre scellée. Poirot a brisé le sceau avec le soin d'un chirurgien. La lettre n'était adressée à personne, mais elle disait tout. Ils ont dit que j'avais volé la sonate, que Giovanni l'avait écrite, mais elle était à moi. Je n'ai pas fui par honte, mais par peur. Les menaces de Giovanni se sont concrétisées. Il a dit que je serais ruiné si je ne cédais pas mes compositions. J'ai refusé. Je laisse cela ici, car je crois que quelqu'un aura besoin de la vérité un jour. Je n'ai jamais été en colère, juste réduit au silence. Claudia Ricci. Poirot plia la lettre en silence. Hastings le regarda, stupéfait. Elle a été victime de chantage, puis chassée, et tout le monde a cru qu'elle avait disparu d'elle-même. La voix de Poirot était douce, et ainsi l'histoire l'a effacée, mais pas entièrement. Cette lettre, cette sonate, lui rend son nom. Ils quittèrent la cave en silence. Tandis qu'ils émergeaient dans la lumière dorée de l'après-midi vénitien, Poirot se retourna vers la porte défraîchie du café. « La justice, Hastings, dit-il enfin, ne porte pas toujours. La robe de juge ni ne sonne le marteau. Parfois c'est une note, un mot, une vérité cachée. » Hastings ne dit rien.
La brise changea, portant l'odeur du sel et du temps. Et au-dessus de la ville des masques, un masque était enfin tombé. Ils retournèrent à Londres aussi tranquillement qu'ils l'avaient quitté. Le coffret contenant la lettre de Claudia Ricci et la deuxième sonate resta enfermé dans la valise de Poirot, transporté avec le soin qu'on réserve à un être vivant. Dans le train de Venise à Paris, Poirot était assis dans un silence contemplatif, les doigts croisés, les yeux clos, pas endormi, mais profondément immobile. Hastings, quant à lui, était trop agité pour se détendre. Il feuilletait les journaux français et anglais, parcourait les notes prises lors de leur visite au café Badoer et jetait de temps en temps un coup d'œil à la valise avec une curiosité à peine voilée. Ce n'est qu'une fois arrivé dans la campagne anglaise que Poirot s'est enfin réveillé. « Il manque encore quelque chose », dit-il doucement. Hastings leva les yeux. « Disparu ? Nous avons la sonate, la lettre, la confession. Nous avons restauré l'héritage de Claudia Ricci. N'est-ce pas tout ?» Le regard de Poirot était lointain. « Non. Nous avons le quoi ? Oui, et peut-être que pourquoi. Mais pas Léo Giovanni. Il plane aux confins de cette histoire comme un fantôme dans le brouillard. Nous savons qu'il a menacé Claudia. Nous le soupçonnons d'avoir tenté de s'approprier son travail. Mais qui était-il ? » Hastings se rassit, perplexe. Un amant jaloux, je suppose, un musicien. N'est-ce pas ce qu'elle sous-entendait ? Poirot secoua la tête. Claudia était précise, même dans la peur. Elle a dit que Giovanni avait proféré des menaces, mais elle ne l'a jamais traité de compositeur. Elle n'a jamais prétendu qu'il avait essayé de écrire la sonate, juste pour la revendiquer. Hastings fronça les sourcils. « Alors, un client ? Un manager ? Peut-être, murmura Poirot. Ou pire, peut-être un homme ayant du pouvoir sur le monde culturel, un critique, un universitaire, un homme capable de détruire le nom d'une femme et de le remplacer par le sien. » Ils arrivèrent à l'appartement de Poirot ce soir-là. Georges les accueillit avec une efficacité discrète et déballa les bagages, tandis que Poirot se retirait dans son bureau. Il étala le contenu du coffret sur son bureau, la sonate originale de Claudia, la sonate secondaire qu'elle avait laissée au café et la lettre de confession. Hastings le rejoignit peu de temps après. « Tu penses que Giovanni est toujours en vie ?» Poirot leva les yeux. « Je pense que même si ce n'est pas le cas, son nom jette une ombre sur le silence de Claudia. » Il se tourna vers la lettre d'aveu et désigna le coin. « Tiens, l'encre coule, la signature est nette, mais cette tache montre qu'elle a hésité. Tu penses qu'elle a été interrompue ? Pas forcément, mais je pense qu'elle a eu du mal. Elle a peut-être même envisagé de lui donner un nom, mais elle n'a pas osé. » Poirot arpentait le bureau. « Alors nous nous demandons, qui à Venise, il y a 30 ans, avait le mobile, l'opportunité et l'influence nécessaires pour effacer Claudia Ricci ?» Il s'arrêta brusquement, son expression changeant. « Ah, qu'est-ce que c'est ?» demanda Hastings Poirot, pris dans l'un de ses dossiers une petite brochure pliée, un programme de concert que Lady Dorel avait joint à sa dernière lettre, celle d'un récital à Venise en 1927. Le compositeur en vedette G. Vellini. « Regardez, » dit Poirot, « G. Vellini, compositeur, chef d'orchestre, critique. J'avais écarté le nom à l'époque. Mais regardez la date. Ce récital a eu lieu exactement 3 semaines après la disparition de Claudia Ricci. Et la pièce maîtresse du programme ? Une nouvelle sonate, inédite, dédiée à Claudia Ricci. » Hastings resta bouche bée. « Tu crois que Vellini était John ? » « Je pense, dit doucement Poirot, que Giovanni était de Vellini. Cette dédicace n'était pas un hommage, c'était un vol. Un hommage pervers de la part de l'homme qui l'a réduite au silence. » Il se précipita vers ses étagères et en sortit une anthologie poussiéreuse de compositeurs du XXe siècle. En feuilletant les pages, il trouva une brève biographie de Gianni Vellini, né Giovanni Vellaro, formé à Milan, qui connut un succès mitigé en tant que compositeur et qui fut plus tard accusé, sans jamais être formellement inculpé, de plagiat par plusieurs jeunes musiciens. « Tiens,
dit Poirot en tapotant la page. Il a été renvoyé du conservatoire de Milan en 1923 pour faute professionnelle. Il a ensuite été réintégré grâce à l'intervention d'un riche mécène. Et il a continué à interpréter l'œuvre de Claudia comme si elle était la sienne. Poirot hocha la tête. Cela expliquerait tout. Il l'a manipulée, peut-être séduite, puis s'est approprié sa musique. Devant sa résistance, il l'a menacée. Il l'a forcée à se cacher. Alors la sonate que nous avons trouvée, c'était à elle. Toujours à elle. Mais pourquoi Lady Dorrel ne s'est-elle pas manifestée plus tôt? Demanda Hastings. Elle craignait probablement le scandale. Elle pensait peut-être que les ennemis de Claudia étaient trop puissants. Ou peut-être doutait-elle d'elle-même. La manipulation de Mademoiselle Holt a peut-être accentué cette incertitude ces dernières années. Poirot s'assit, expirant lentement. Nous devons agir. Ils ont contacté un musicologue avec lequel Poirot avait déjà travaillé, Dre Léona Miro, experte en archives musicales européennes. Elle les rencontra le lendemain, dans son cabinet de lecture à la Royal Academy of Music. Cette sonate, dit-elle après avoir examiné les manuscrits de Claudia, est extraordinaire. Elle contient des innovations, des techniques de contrepoint qui précèdent d'au moins 10 ans des expériences similaires. Si elle a été écrite avant 1927, alors Claudia Ricci était non seulement un génie, mais aussi une précurseur. Poirot a présenté le programme du concert à côté de la musique. Et pourtant, dit-il doucement, cela a été attribué à Gianni Fellini. Le docteur Miro fronça les sourcils. C'est impossible. Les œuvres connues de Fellini sont beaucoup plus simples, presque dérivées. J'ai toujours soupçonné qu'il empruntait abondamment, mais... Poirot lui montra la lettre de Claudia. En la lisant, ses yeux se remplirent de larmes. « Je publierai ceci, dit-elle enfin. La musique, la lettre, la vérité. La succession Ricci sera restituée. Et Fellini, il sera enfin reconnu pour ce qu'il était. » Poirot se leva. Alors sa voix sera enfin entendue. Ce soir-là, de retour à son appartement, Poirot prépara une dernière lettre à Lady Dorrel, joignant des copies du programme, des aveux et la confirmation du docteur Miro. Il a terminé par une simple phrase « Claudia Ricci n'a pas été oubliée, elle a été volée, mais aujourd'hui elle est retrouvée. » Il scella l'enveloppe et la mit de côté, puis il se tourna vers Hastings, qui l'observait avec une admiration silencieuse. « Vous avez restauré son héritage, » dit Hastings. Peu de détectives s'embarrasseraient d'une telle chose. Poirot sourit. « Ah, mon ami, mais qu'est-ce qu'un héritage, sinon la vérité que l'on laisse derrière soi? Cette affaire de signature et de silence n'a jamais été une simple affaire de vol. Il s'agissait d'identité, d'effacement. » Il fit un geste vers la sonate, désormais en sécurité dans une pochette protectrice. « Et maintenant, grâce aux petites cellules grises, ajouta-t-il avec une lueur dans les yeux, il chante à nouveau. » Ils restèrent assis en silence, pendant un moment le tic-tac de l'horloge étant le seul bruit dans la pièce. Puis Hastings parla presque timidement. « Poirot, tu crois que Claudia savait que quelqu'un le trouverait? Que quelqu'un serait voir à travers tout ça? » Poirot regarda le manuscrit. « Elle ne l'a pas écrit pour le monde, dit-il doucement. Elle l'a écrit pour la justice. Elle espérait seulement que le monde le rattraperait. Et finalement, c'est arrivé. 2 semaines plus tard, Londres était en effervescence à propos d'un chef-d'œuvre redécouvert. Le supplément littéraire du Times a publié un article de couverture, intitulé « Le génie perdu », Claudia Ricci et la sonate que l'histoire a oubliée. Dans ces pages, les critiques musicaux ont loué l'innovation, l'élégance et la complexité émotionnelle de cette sonate sortie de l'oubli. Le nom de Claudia Ricci, longtemps enfoui sous des notes de bas de page et de fausses attributions, était désormais chanté au même titre que Clara Schumann et Alma Mahler-Poirot, cependant ne fut pas impressionné par cette soudaine fanfare. Ils adorent ce qu'il est prudent d'admirer. Murmura-t-il un matin tandis qu'Hastings lisait l'article à voix haute. Maintenant qu'elle est innocentée, elle n'est plus dangereuse. C'est là toute la différence, Hastings.
Les morts ne peuvent pas protester. Les vivants, en revanche, ils sont toujours gênants. Hastings leva les yeux. Tu as l'air presque amer. Pas d'amertume. Méfiance. La célébrité ne remplace pas la vérité. La justice doit non seulement corriger les faits, mais aussi empêcher que cela ne se reproduise. Il croisa les mains. Et pourtant, je suis content. Claudia Ricci est enfin sortie de l'ombre de son imitatrice. Juste à ce moment-là, Georges entra avec le courrier. 3 lettres et un petit paquet enveloppé dans du papier Kraft. Poirot les examina rapidement. 2 étaient des invitations, l'une d'un salon littéraire français, l'autre d'un quatuor à cordes, souhaitant interpréter la sonate en son honneur. Il les mit de côté. Mais la 3e, mince et sans marque, attira son attention. L'ouvrit et aussitôt son expression s'accentua. « Qu'est-ce que c'est » demanda Hastings. Poirot lui tendit la lettre. Elle disait « Monsieur Poirot, vous vous êtes fait des ennemis. Claudia Ricci n'était pas censée être retrouvée. Certains noms n'ont pas leur place dans la lumière. Laissez tomber. Sinon, d'autres seront réduits au silence, comme elle. » Un ami du passé Hastings sentit un frisson. Une menace? Poirot hocha la tête, même si son expression restait indéchiffrable. C'est plutôt cru, le langage est fleuri. Probablement écrit par quelqu'un qui cherche à paraître menaçant. Serait-ce quelqu'un lié à Vellini? Peut-être. Ou quelqu'un qui a intérêt à préserver certaines réputations. Des domaines, des publications, des richesses sont encore attachés à son nom. La disgrâce, même posthume, coûte cher. Hastings fronça les sourcils. Devrions-nous alerter les autorités? Poirot haussa les sourcils. Tu oublies, mon ami, nous sommes les autorités. Néanmoins, Poirot ne fut pas imprudent. Il renforça la sécurité de son appartement, conseilla à Georges d'être prudent avec les visiteurs inattendus et veilla à ce que les documents originaux de Ricci soient désormais conservés chez le docteur Miraut, aux archives de la Royal Académie sous haute protection, mais il n'avait pas encore fini. Il reste un dernier acte. Dit-il à Hastings cet après-midi-là, alors qu'il se préparait pour un petit récital privé à l'Académie. Encore des secrets? Demanda Hastings. Poirot esquissa un demi-sourire. Non, un dernier rappel. Le récital se déroula dans une salle étroite et intime, sous l'aile ouest de l'Académie. La salle ne comptait pas plus de 50 places assises, et toutes les chaises étaient occupées. Parmi les participants se trouvaient des musiciens, des universitaires, des journalistes et quelques proches survivants de Ricci, nièces et petites-nièces venues de Milan. Elles étaient vêtues de soie sombre et d'or subtil, comme si deuil, et célébration ne faisait qu'un. Poirot était assis près du premier rang, Hastings à côté de lui et le docteur Miraut à sa gauche. Les lumières s'éteignirent, le silence s'installa, puis un projecteur éclaira le piano à queue au centre de la scène. Une jeune femme, pâle, solennelle et posée, entra et s'assit. Elle ajusta son banc, posa délicatement ses doigts sur les touches et commença. Leslie 6. Note d'ouverture de Claudia Ricci sonate en ré mineur et répandue dans le silence. Ce n'était pas grandiloquent. Cela n'exigeait pas d'attention. Commandez ça, doucement, avec insistance. Chaque phrase se transformait en une autre, comme un souffle, comme un souvenir, comme une femme murmurant ce qu'elle n'avait jamais eu le droit de dire à voix haute. Hastings sentit sa gorge se serrer. Poirot, immobile, écoutait avec un silence si complet qu'il semblait avoir arrêté de respirer. Lorsque le deuxième mouvement commença, celui contenant les phrases chiffrées, ils se regardèrent tous les deux. La salle resta inconsciente. Mais pour Poirot et Hastings, chaque EGADABBI résonnait désormais avec une deuxième voix, juste en dessous de la mélodie. Il doit déjà, comme si la musique elle-même confessait une culpabilité longtemps tacite. Lorsque l'accord final s'est estompé, le silence était plus profond qu'avant, et puis, lentement, respectueusement, le public a applaudi. Pas de
Pas d'acclamation, juste de la gratitude, celle réservée à une âme enfin libérée. Ensuite, tandis que les invités se mêlaient dans l'étroite salle de réception, un homme de grande taille s'approcha de Poirot. Il portait un costume noir sur mesure et des lunettes rondes et se présenta comme Alessandro Vellini, le petit-neveu de Gianni Vellini. « Monsieur Poirot », dit-il en lui tendant la main, « je sais qui vous êtes, et je crois savoir ce que vous avez fait. » Poirot prit la main. « J'ai fait ce qui était juste. » Le jeune homme hocha la tête. « Mon nom de famille est désormais sous surveillance. Il y aura des questions, des accusations, peut-être des poursuites judiciaires. » Poirot l'observa. « Niez-vous l'implication de votre grand-oncle dans le vol de l'œuvre de Claudia Ricci ?» L'expression d'Alessandro ne changea pas. « Je ne l'ai jamais rencontré. Il est mort avant ma naissance. Mais je reconnais l'ambition quand j'en vois, dans les archives, dans les notes de bas de page, dans les schémas de disparition. Je le crois coupable. » Poirot hocha légèrement la tête. « Alors peut-être serez-vous celui qui corrigera l'héritage. » Alessandro regarda le piano, désormais vide. « Je le ferai. Tu as ma parole. » Il se retourna et partit, disparaissant, dans la foule. Plus tard, en marchant sous les arcades éclairées au gaz de Piccadilly, Poirot et Hastings se mirent à méditer. L'air était frais, la nuit douce. « Cela sera-t-il la fin, à votre avis ?» demanda Hastings. « Ou y en aura-t-il d'autres ?» Poirot leva les yeux vers les étoiles. « La vérité, Hastings, n'est jamais complètement enfouie. Elle dort simplement. Quelqu'un, quelque part, en connaît toujours un fragment. Et avec le temps, ces fragments se retrouvent. » Il s'arrêta, puis sourit. « Mais pour l'instant, oui. L'histoire est terminée. »« À la prochaine, » murmura Hastings. Poirot a incliné son chapeau devant une demoiselle d'honneur qui passait, puis a ajusté ses gants. « Il y en a toujours un autre, mon ami. Mais ce soir on se repose. Justice a été rendue. Et elle était juste. » Et sur ce, ils disparurent dans la douce brume londonienne, les notes d'une sonate perdue depuis longtemps, résonnant faiblement derrière eux. Une semaine s'est déroulée dans une paix relative. L'engouement du public pour la sonate redécouverte de Claudia Ricci s'était concentré sur des sujets plus académiques. Sa musique était étudiée, ses œuvres subsistantes cataloguées, et des rumeurs d'une série de concerts en son honneur commençaient à circuler. Dans les recoins discrets du monde universitaire et artistique, son ombre changea de forme, passant du mystère au monument. Hercule Poirot resta, comme à son habitude, discret sur son implication. Il refusa toutes les demandes d'interview, déclina 2 titres honorifiques et déclina une illustration de magazine flatteuse et totalement inexacte, le représentant posant avec un violon. L'extravagance, Hastings, c'est la musique elle-même, qui est la plus importante, dit-il. Un bon détective n'éclipse pas le sujet de son enquête. Il veille simplement à ce que la lumière soit bien dirigée. Mais malgré le calme, Poirot demeurait, sinon anxieux, du moins attentif. Un élément subtil de l'affaire demeurait irrésolu dans son esprit. Une note dissonante, à peine audible mais persistante. Elle est enfin arrivée un mercredi après-midi, lorsque la dernière lettre est arrivée. Il l'ouvrit seul dans son bureau, assis sous la fenêtre orientée au sud, où la pâle lumière printanière réchauffait le bord de son bureau. Hastings était sorti. Georges polissait de l'argenterie dans la cuisine. L'enveloppe était épaisse, couleur ivoire, et portait un timbre vénitien. Il n'y avait pas d'adresse de retour. À l'intérieur se trouvait une seule page, manuscrite, précise. « Familière, monsieur Poirot, tu as bien fait. Tu as trouvé ce que je voulais que tu trouves. Mais comprends-le, la justice est un miroir. Elle reflète la lumière, certes, mais aussi les fissures. Claudia Ricci n'était pas mon seul secret, et vous n'étiez pas le seul esprit assez intelligent pour suivre les ombres. Certains d'entre nous restent, observant, écoutant. Le passé n'en a pas fini avec toi. J'ai Poirot lu la lettre 2 fois,
puis la plia et la glissa dans une petite boîte laquée dans le tiroir de son bureau. Quand Hastings revint, portant joyeusement des pâtisseries d'une boutique préférée de Soho, Poirot n'en dit rien. Au lieu de cela, ils se sont assis, ont partagé un café et ont consulté les dernières revues. Ladremirot avait publié son article sur l'héritage de Claudia Ricci, une recherche méticuleuse qui retraçait le plagiat, documentait les sonates redécouvertes et remerciait un chercheur belge d'une discrétion reconnue dans le dernier paragraphe. Hastings a lu l'article avec fierté. « Vous avez redonné vie à un grand nom, Poirot, ça doit être une grande satisfaction. » Poirot sourit. « Ce n'est pas de la satisfaction, Hastings. Ça est achèvement. » Hastings fronça légèrement les sourcils. « Tu ne crois pas que ça va refaire surface? Que Giovanni, celui qui a écrit cette dernière lettre, a encore des secrets ?» Poirot prit un couteau et coupa la pâte avec un soin méticuleux. « Parlons symphonie, Hastings. Chaque symphonie contient des mouvements distincts mais liés. L'affaire Claudia Ricci n'était qu'un mouvement d'une œuvre plus longue. Un thème a émergé. Des variations suivront. Tu veux dire que quelqu'un d'autre pourrait essayer de le dissimuler à nouveau? Non, répondit Poirot. La dissimulation est rompue, mais maintenant d'autres se demanderont pourquoi elle a été dissimulée. Et qui a aidé? Hastings réfléchit à cela. Vous pensez qu'il y avait d'autres complices? Je savoir. Il y en avait, dit Poirot calmement. Fellini n'aurait pas pu interpréter la sonate de Claudia comme si elle était la sienne sans l'aide d'éditeurs, de mécènes et de critiques, prêts à ignorer les questions. Certains en ont peut-être profité, d'autres ont peut-être protégé, à leur réputation, et certains, le plus effrayant peut-être, ont cru défendre l'ordre naturel. Hastings ne dit rien. Poirot prit une autre bouchée délicate de pâtisserie. « C'est une erreur, dit-il doucement, de croire que le mal porte toujours des crocs et grogne. Parfois, il porte des lunettes et corrige des manuscrits. Parfois, il sourit et assiste à des concerts. Et parfois, il choisit simplement de détourner le regard. » Ce soir-là, Poirot fit une dernière visite à la Royal Academy of Music. Le docteur Miro le retrouva dans la salle des archives où les manuscrits de Claudia Ricci avaient été soigneusement conservés dans un coffre à température contrôlée. Poirot resta un moment devant la vitrine, les bras croisés, les yeux rivés sur le délicat parchemin qu'elle contenait. « Pensez-vous qu'elle le savait ?» demanda le docteur Miro à côté de lui. « Que quelqu'un le trouverait. » Poirot hocha la tête. « Oui, elle l'a caché avec soin. Elle l'a codé avec intelligence. Elle l'a dédié à la vérité, pas à la postérité. C'est là toute la différence. Elle n'espérait pas la gloire, elle espérait restauration. » Le docteur Miro sourit. « Eh bien, vous lui avez donné ça. »« Non, répondit Poirot. Elle s'est donné la mort. Je l'ai simplement aidée à se faire entendre. » En quittant l'académie, s'avançant dans la nuit fraîche et étoilée de Londres, Poirot s'autorisa un instant de silence, une profonde inspiration d'air du soir. Puis il se tourna non vers chez lui, mais vers l'embankment. Il passa devant la lumière des réverbères et l'ombre, devant des cafés aux volets clos et le murmure des bateaux, jusqu'à ce qu'il se retrouve, près de l'eau contemplant la Tamise couler, silencieuse, éternelle. C'est ici, il y a longtemps, qu'il avait résolu une autre affaire impliquant un tableau contrefait et une lettre d'amour jamais envoyée. Et il était maintenant frappé par la fréquence à laquelle la vérité et la beauté étaient cachées au grand jour, ignorées au nom du consensus. Il fouilla dans sa poche et en sortit la dernière lettre. Le passé n'en a pas fini avec. Toi? Il le relut sous la douce lueur du réverbère le plus proche, puis le jeta dans la Tamise. Le papier flotta une fois dans l'air, atterrit sur l'eau et commença à se dissoudre, l'encre saignant comme un souvenir. Poirot se détourna. De retour à son appartement, il retrouva Hastings et Georges. Ils écoutèrent un disque, un quatuor à cordes milanais interprétant la sonate de Ricci. Poirot était allongé dans son fauteuil, doigts croisés, yeux clos, la musique coulant comme une question enfin résolue. Quand ce fut terminé,
Il ouvrit les yeux. « Eh bien, dit Hastings doucement, ce sera la dernière note ?» Poirot réfléchit, puis sourit. Pour Claudia Ricci, oui, et puis après un moment, mais pour John, je pense que son rappel est encore à venir. Et avec cela, le rideau est tombé, gracieusement, irrévocablement, sur le puzzle des deux signatures identiques. Mais même lorsque les lumières se sont atténuées, on ne pouvait s'empêcher de penser que la musique ne faisait que commencer. C'était un après-midi tranquille. Le thé était infusé, les fenêtres légèrement ouvertes pour laisser entrer la brise, et Hercule Poirot examinait sa correspondance à son bureau. Hastings, assis à côté, revenait d'une promenade et déballait un paquet de petits pains chauds au raisin dans un journal, lorsque le téléphone sonna. Poirot répondit avec sa vivacité habituelle. La voix au bout du fil était basse, avec un accent étrange. « Monsieur Poirot, » disait-il, « le passé n'est jamais vraiment passé, mais parfois il laisse des traces. » Il y eut un clic. Silence. Poirot posa le combiné sans un mot. « Qui était-ce » demanda Hastings, déjà à moitié mangé un petit pain. Poirot ajusta ses menottes. « Un homme qui se croit intelligent, probablement un survivant de la vieille garde, quelqu'un qui a profité du silence de Claudia Ricci et qui regrette que nous y ayons mis fin. » Hastings se redressa. « Devrions-nous nous inquiéter ?» Poirot sourit faiblement. « Non, nous devrions être vigilants, mais s'inquiéter? Jamais. Nous avons fait ce qui était juste. » Il se leva et se dirigea vers l'étagère, d'où il tira un mince volume consacré à l'histoire de la musique vénitienne. À l'intérieur se trouvait une lettre pliée, la confession, le message, la vérité de Claudia. Nous avons rendu la parole à celui qui n'en avait pas. Nous avons révélé non seulement un crime, mais une modèle, le vol discret du talent, l'effacement d'un génie gênant. Ceux qui restent dans l'ombre ne s'en sortiront pas facilement, mais ils savent qu'ils sont désormais vus. Hastings l'observa attentivement. « Tu veux dire qu'il y en a d'autres comme Vellini ?»« Peut-être, » répondit Poirot, « ou peut-être seulement ceux qui ont fermé les yeux. Ça aussi, c'est de la culpabilité. » Il a remis le livre sur l'étagère. « Vous voyez, Hastings, ce n'était jamais qu'une question de signature. Ce n'était pas le cas. Non, le mystère n'a jamais été de savoir comment la signature avait été copiée. C'était pourquoi quelqu'un a choisi de reproduire son identité plutôt que la vérité. Pourquoi quelqu'un a-t-il cru que posséder un nom suffisait à en hériter? Poirot retourna à son bureau et ouvrit le tiroir. À l'intérieur se trouvait une nouvelle page, estampillée du sceau de la Royal Academy. La première ligne disait « La collection Ricci sera hébergée de manière permanente à Londres, portant le nom de son véritable compositeur. » Poirot sourit. « Voilà. Voilà, mon ami, la résolution. » Hastings expira profondément, satisfait. « Alors, affaire classée. » Poirot s'assit. Pour l'instant. Il leur versa à chacun une tasse de thé, tandis qu'il sirotait, l'horloge sur la cheminée. Sonna 4 heures. Plus aucune lettre anonyme n'est arrivée, plus aucun avertissement n'a été chuchoté. Mais à travers l'Europe, dans les cercles universitaires chuchotés et derrière les portes des éditeurs, l'effet se propagea. De faux noms furent réexaminés. Des compositeurs oubliés furent réécoutés. Leurs héritages furent remis en question. Et pour une fois, la vérité ne fut pas étouffée, mais diffusée dans les salles de concert, sur des tourne-disques, dans les émissions de fin de soirée. Et toujours, quelque part dans le calme, Hercule Poirot écoutait. Pas pour les applaudissements, pas pour la reconnaissance, mais pour l'écho de la justice.